Bonjour à tous. Les violences policières, au-delà des polémiques et la remise en cause de l'institution. Dans quelle mesure notre tolérance aux violences a-t-elle baissé ou augmenté? Le maintien de l'ordre aujourd'hui, on en parle à partir de 12h55 avec notre invité, le sociologue Cédric Moreau de Belin. Mais d'abord, Roche Dizem, fidèle à lui-même dans le trio amoureux de trahison d'Harold Pinter, mis en scène par Michel Faux. Au théâtre de la Madeleine, il est l'amant. Prix d'interprétation à Cannes il y a 10 ans pour Indigène. Le flic tendre de Roubaix, Une lumière d'Arnaud Desplechin s'offre une rentrée au théâtre après 18 ans d'absence sur les planches, mangé, dévoré, un peu trop peut-être par le grand écran. Le comédien est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. L'amour est cruel, si cela vous avait échappé, écoutez, regardez Harold Pinter, dramaturge anglais, prix Nobel de littérature, à voir en ce moment au théâtre avec 2 acteurs et une actrice. C'est un vaudeville, un trio, l'amant, le mari cocu et la femme. Bonjour Roche Dizem. Bonjour. On est jour de Brexit aujourd'hui. Les Anglais vont nous quitter. Est-ce que vous pensez qu'il y a un art tout british de la trahison ? Ah oui, je trouve qu'en tout cas en littérature et même dans le cinéma, les Anglais ont une façon propre à eux de parler de trahison. On le voit dans la littérature shakespearienne. Je trouve qu'il y a quelque chose, une forme de sarcasme et de distance par rapport à tout cela que les Anglais manient très bien, beaucoup mieux que nous d'ailleurs. Nous, on fait comment ? Les Français, ils trahissent comment ? Avec En fait, plus de pathos. la trahison, elle est proportionnelle à l'amitié ou à la confiance que vous faites à l'autre. C'est-à-dire qu'une futilité pourrait passer totalement inaperçue, et chez quelqu'un en qui vous avez une totale confiance, voire un amour indéfini, prendrait une proportion beaucoup plus importante, voire même catastrophique. Donc c'est toujours très difficile à définir la trahison. Elle est surtout définie en fonction de la personne concernée. Mais au théâtre, au cinéma, la trahison française, pour vous, elle se joue très différemment que dans un drame shakespearien, comme vous l'évoquiez, ou dans une pièce de Pinter ? Oui, là, c'est une trahison très contemporaine, c'est-à-dire que très, très bourgeoise. En tout cas, c'est la façon que Pinter a de la définir. On sent qu'il y a une caricature de la bourgeoisie anglaise, puisqu'il s'agit de ça. Et là, c'est une trahison teintée d'hypocrisie et de fausses amitiés nécessaires, mais surtout aussi une grande part d'égoïsme également. Voilà, c'est un peu tout ça, tous ces éléments-là qui constituent l'homme tel qu'il est perçu par Pinter. La singularité, la particularité du vaudeville bourgeois, c'est qu'il faut aussi sauvegarder les apparences. C'est-à-dire que c'est un jeu de masques sur un jeu de masques. Être comédien, c'est porter des masques. Mais là, il faut jouer avec les masques des apparences. Dans cette histoire d'amour, d'amitié aussi. C'est ce qui se joue, cette sauvegarde des apparences pour vous ? Pardon ? C'est ce qui se joue, sauvegarder les apparences. Sauvegarder les apparences, bien sûr. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe ou ce qui se trame, ce qui est important, c'est la façon dont on va paraître ou apparaître en société. Et ça, c'est très bourgeois. Effectivement, quand il y a adultère, en fonction des cultures, il est perçu différemment. Et ce que je constate, peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais plus on monte dans le statut social, et plus l'adultère est enfoui, caché, mais pas du tout assumé, mais en tout cas, on décide de vivre avec, mais il n'est jamais question de se séparer, en tout cas de créer comme ça une rupture. Votre personnage, Jerry, dans la pièce, doit sauvegarder ses apparences. Et d'ailleurs, on le voit tout en retenue, jusqu'au final, tenter de tenir sa place. Quelle épaisseur, ou au contraire, quelle légèreté vous avez voulu lui donner à ce personnage ? Mais comme vous le dites très bien, il cherche sa place, mais il ne cherche jamais la place des autres. C'est ce qui constitue d'ailleurs la caractéristique des 3 personnages. Et c'est pour ça que j'évoquais l'égoïsme. Mais il a ceci d'intéressant, c'est que il est l'amant,
Donc on est dans le schéma vaudevillien, le mari, la femme et l'amant, à ceci près que le cocu, c'est lui. C'est-à-dire que le mari a toujours su, évidemment, que son meilleur ami couchait avec sa femme, quelque chose qu'il a accepté, assimilé. Mais ce qui dérange Jerry, donc mon personnage, c'est non pas de tromper son meilleur ami avec sa femme, c'est que son meilleur ami ait toujours été au courant. Donc chacun trouve sa trahison au sein de cette narration. C'est un peu l'arroseur arrosé. Absolument. C'est le retournement de situation. Une évolution à rebours du personnage, parce que la pièce est racontée aussi à l'envers. On commence par la séparation, plutôt les retrouvailles après une longue séparation entre l'ancien amant et l'ancienne maîtresse qui n'ont plus grand-chose à se dire. Et on remonte jusqu'au coup de foudre, jusqu'au premier acte de séduction. Je vous propose d'écouter les mots de Roger Planchon, metteur en scène, nous dire pourquoi il aimait tant monter Pinter. Pinter, c'est un homme de l'écriture théâtrale. Et une des raisons pour laquelle je le montre, c'est vraiment celle-là. Moi, je dis que je ne sais pas si j'aime son monde, vous voyez, ce qu'il décrit, cette espèce d'univers incroyable, mais j'aime énormément son écriture, et ne serait-ce que pour ça, j'ai tenu à monter cette pièce. Alors, certains disent c'est le désespoir moderne, puisqu'on voit 4 alcooliques qui boivent, et il n'y a plus d'issue, tout le monde est fini. En réalité, je pense que c'est une grande pièce comique. C'est un comique sur le désespoir, mais c'est une pièce comique, les gens riront. C'est dans la tradition du grand théâtre anglais comique, que ce soit Noël Coward, que ce soit Bernard Shaw. Évidemment, c'est un peu plus au vitriol, c'est un peu plus méchant. Il y a des lames de rasoir qui passent de temps en temps dans le comique, mais ça reste du grand théâtre comique anglais. Il parle en artisan, c'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout idéologie. Quand il parle de son théâtre, il dit « il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça ». Et la seule phrase sur laquelle il a vraiment insisté, il m'a dit « c'est un spectacle comique, hein, et ne me faites pas des mises en scène comme à Berlin ou je sais pas où on me fait des spectacles tragiques, où ça n'a aucun sens. Moi, j'écris un théâtre comique et je tiens beaucoup à ça et c'est tout ». Alors c'est un peu un comique du désespoir, mais par quoi passe le rire pour vous, Roche Dizem, dans cette pièce de Pinter ou avec Pinter ? Par la méchanceté. C'est ce qui, c'est là où c'est intéressant avec Pinter, c'est que plus les personnages sont méchants et plus ils sont drôles. Cette méchanceté gratuite, voilà, qui est vilipendée comme ça. C'est-à-dire que ce qui est assez formidable chez Pinter, c'est qu'il arrive à mettre en abîme la banalité. Et les personnages trouvent leur zone de confort à l'intérieur de cette banalité. Mais dès qu'ils évoquent des moments un peu plus dramatiques, là il y a une espèce de distance, comme si c'était presque tabou d'évoquer une douleur, une souffrance. Et donc c'est un trio, comme vous l'avez très bien dit. Les deux autres, dès qu'il y en a un qui souffre, les deux autres sont méchants. C'est-à-dire que cette méchanceté-là, qui est évoquée chez Pinter et qui, selon moi, provoque le rire. Parce que, évidemment, quand on est spectateur de ça, je crois que quelque part aussi, on reconnaît ce qu'il y a de plus mauvais chez l'homme. Et là, c'est un peu le sujet de la pièce. Alors, comme vous l'avez très bien dit, la chronologie est inversée. Et donc, la question chez Pinter n'est pas qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment en est-on arrivé là ? Et c'est là où ça devient passionnant. C'est un dramaturge et un metteur en scène des faiblesses humaines, de nos fragilités aussi. Mais c'est aussi un texte, une pièce sur la vérité. Est-ce que la vérité ou le mensonge sont revers ? Est-ce que la vérité, pour vous, Roche Dizem, est un absolu ? Ou est-ce que finalement, et c'est bien ce que le théâtre ou le cinéma nous apprennent, la vérité est toujours une fiction ? C'est intéressant comme question parce que c'est pareil, chacun a sa vérité. Quand les gens affirment quelque chose, ils sont persuadés d'avoir raison. Ce qui est important, c'est pas essayer d'obtenir de l'autre qu'il puisse changer d'avis, mais ce qui est important, c'est l'échange, même si l'autre reste campé dans ses positions, le fait même d'avoir échangé des arguments et des opinions, quelque part, ça va quand même perturber un peu votre vérité. Donc la vérité absolue, très honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et être vrai pour un acteur, qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, c'est une note. C'est un peu comme en musique. On le sent quand c'est pas vrai, parce que la note est fausse. Donc c'est cette note-là qu'il faut essayer d'aller chercher.
je ne sais pas comment on l'obtient réellement. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que l'interprétation parfaite n'existe pas. C'est très subjectif. Mais il y a un état dans lequel on se sent parfois, certains soirs, que je qualifie de magique, où on flirte avec le parfait. Et effectivement, on est dans ce qu'on appelle l'authenticité, la vérité. Mais comment l'obtenir, pour moi, ça reste un mystère. Vous dites certains soirs, ça veut dire que pour vous, cette quête de vérité ou d'authenticité que vous recherchez, elle est plus flagrante quand vous êtes au théâtre que quand vous êtes au cinéma. On n'attend pas la même chose d'un acteur, d'un comédien, ou vous n'attendez pas la même chose de vous-même. Le théâtre, c'est une seule prise. À partir du moment où le rideau s'ouvre, il y a une seule prise, donc on va la refaire, mais le lendemain. C'est une prise qui dure 1h30. Donc les premiers pas, les premiers mots, les premières intentions vont définir votre travail sur tout le reste du spectacle. Et dans cela, il faut être très concentré parce que il y a des acteurs qui arrivent à s'amuser, à se détendre. Moi, je ne suis pas cela. Évidemment, je ne les juge pas, mais j'ai besoin de ce moment d'isolement pour justement définir ces premiers instants qui vont me permettre effectivement d'aller vers cette quête-là que tous les acteurs recherchent. Et c'est la vérité d'un personnage qu'on cherche. Quelle est la vérité de Jerry pour vous, justement, dans la pièce ? C'est une vérité qui est protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a une forme de naïveté, il y a en même temps quelque chose d'assez égocentrique, pour ne pas dire narcissique. C'est un personnage qui, pour aimer, a d'abord, avant tout, besoin d'être aimé. Et je trouve que c'est assez révélateur de ce que nous sommes. C'est étonnant parce que dans votre filmographie, on se rend compte que cette question de la vérité, c'est aussi un fil qu'on retrouve dans beaucoup de vos rôles. Dans La fille au bracelet, film procès de Stéphane Demoustier, qui sera en salle le 12 février. Vous interprétez le père de la jeune fille, accusé du meurtre de sa meilleure amie. Là aussi, il est question du doute, d'interprétation des faits, et puis donc de la vérité. Qui a commis ce meurtre ? Bande-annonce. Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour ? C'est bien ça. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux ? Oui. Et vous constatez, comme moi, qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge ? Je sais pas. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans ? Que savons-nous de leurs amitiés ? De leurs amours ? Jules, c'est quoi ce couteau ? C'est un couteau. Là, c'est un film procès, un film audience, et c'est la vérité judiciaire qu'on tente d'établir dans ce film de Stéphane Demoustier, où vous êtes le père de la jeune fille, donc, qui est à la barre, qui est accusée du meurtre de sa meilleure amie. À aucun moment, il ne doute d'elle, ou juste à un moment. C'est peut-être la particularité de la relation parent-enfant, cette confiance absolue qu'on peut avoir en eux. Déjà, le lien d'un père avec sa fille, si tant est qu'elle soit accusée, très difficile d'avoir autre chose que la conviction de son innocence. Je parle bien de conviction, parce que la vérité judiciaire, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on va tenter de chercher la vérité, et à la fin d'un procès, on n'obtient pas la solution, on obtient une conviction. Et sur la base de cette conviction, on va être amené à condamner ou à libérer le suspect. Et c'est le seul élément sur lequel il peut se tenir, effectivement, sur d'abord cette fille, cette gamine, qui est très secrète, qui est assez mystérieuse, qui ne laisse pas passer beaucoup d'émotions. Donc c'est très perturbant pour les parents. Mais en tout cas, de la façon dont je l'ai interprété, en accord évidemment avec Stéphane Demoustier, c'est d'avoir cette conviction que sa propre fille est innocente.
Et là, dans ce film, il n'y a pas le commissaire Daoud de Roubaix aux Lumières qu'on aurait envie d'envoyer pour savoir en fait qui a commis ce meurtre. Parce que lui, il sait quand les gens mentent ou disent la vérité. Cet appétit de vérité, on le retrouve vraiment dans ce personnage que vous avez incarné dans le dernier film d'Arnaud Desplechin qui était présenté à Cannes. Cotterell doute, Daoud a, lui, le jugement en permanence sur... Vous avez aimé l'interpréter, ce commissaire si entier, si intègre à sa manière? Non, j'ai pas aimé, j'ai adoré. J'ai adoré parce que il a quelque chose, effectivement, même si on est dans un film de Desplechin, donc c'est un film d'auteur, mais il y a quelque chose de l'ordre du super-héros. Effectivement, il sait tout. Il sait, avant même qu'il interroge la personne, il sait ce qui s'est passé. Donc, sa motivation n'est pas de savoir pourquoi, mais de savoir comment. Le pourquoi, il laisse ça au magistrat. Et c'est très grisant pour un acteur de jouer ça, parce qu'il est dans l'empathie, une empathie quasi christique. Et c'est quelque chose que je n'avais été jamais amené à jouer, à interpréter. La première fois que j'ai lu le scénario, j'ai lu ça avec toute la caricature du flic austère, autoritaire. Et quand Arnaud m'a expliqué ce qu'il voulait en faire, j'étais plus que ravi, parce que cette façon, cette douceur, cette compréhension, c'est-à-dire qu'il est pas c'est pas un interrogatoire, c'est presque une comment on appelle ça quand on va à l'église faire confession, une confession, voilà. c'est une confession qu'il obtient des suspects, non pas des aveux. Et ça, c'est la première fois que vous avez le sentiment de pouvoir interpréter ce type de rôle? Bien sûr, oui, c'était la première fois, oui. Moi, j'ai souvent été sollicité plutôt pour jouer des personnages assez solides, bien campés. Et là, de jouer ça, même de jouer Jerry au théâtre, avec toutes les fragilités et ses failles qui le définissent, je passe l'impression de franchir une nouvelle étape dans ma carrière, qui est plus que passionnante. Mais c'est plus intéressant de jouer des personnages qui nous ressemblent ou des personnages à contre-emploi? Les deux, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué des personnages à contre-emploi, et aujourd'hui je joue un peu plus des personnages qui me ressemblent. Daoud, j'ai le sentiment qu'il me ressemble, en tout cas j'ai envie de lui ressembler. Jerry, avec ses contradictions, j'ai l'impression de lui ressembler également. Comment on entre dans la peau d'un personnage? Il y a une belle définition qui a été donnée par l'acteur Samy Bouajila, qui était à votre place il n'y a pas si longtemps, à partir d'un rôle que vous lui aviez confié, puisque vous êtes aussi réalisateur, Roche Dizem, celui du jardinier dans Omar m'a tué. Il faut incarner physiquement, bien évidemment sans le juger. Du coup, il faut se livrer. Il faut remplir le moule qui a été conçu par l'auteur. C'est ce qui correspond au personnage. Quand je dis le remplir, il faut trouver toutes les nuances, comme un liquide chaud, qui va épouser toutes les formes du moule. Ça, c'est se livrer. Et puis une fois qu'on est dedans, il faut l'incarner, c'est-à-dire que ça, il faut le vivre. Certes, il y a toujours un garde-fou, plus qu'une distance, qui fait qu'on peut prendre un certain plaisir à. Par exemple, quand j'interprète Omar, moi je le construis, mon Omar. Je mets une distance volontairement avec Omar Haddad, le réel, sans manquer de respect bien évidemment. Je le salue au début. Et après je mets une distance pour pas me faire écraser par le mythe, pour que moi je puisse construire le mien. Ensuite, j'ai plusieurs éléments qui me permettent de construire Omar. J'ai la partition qu'a écrit l'auteur, j'ai mes fantasmes. Moi dans Omar j'y ai mis de mon père, j'y ai mis de ma mère, j'y ai mis de tout le monde. Et puis, après, j'ai quelque part ce qu'on veut en faire, ou vers quoi on veut le tirer, si je puis dire, une espèce de héros ou autre. À partir du moment où on remplit tout ce cahier des charges, l'incarnation, elle apparaît, quoi. Et ça c'est magnifique. Voilà, Samy Bouajila, avec qui vous avez aussi joué, Roche Dizem, dans Indigène. Pourquoi vous lui avez confié ce rôle-là? Pourquoi vous ne l'avez pas gardé pour vous? C'est un très beau rôle. Parce que je crois avoir la lucidité de savoir refuser. Je crois qu'en découvrant l'histoire d'Omar Haddad, je savais profondément au fond de moi que la meilleure personne que je connaissais, en tout cas pour l'incarner, c'était Samy. Et vous voyez comme il en parle très bien. C'est bien comment il parle de ça, c'est très structuré. Mais voilà, c'est parce que aussi, vous savez, on m'a dit il y a très longtemps, je peux la citer d'ailleurs, c'est Nathalie Baye qui m'avait dit il y a une vingtaine d'années, tu verras, une carrière, ça se construit sur des refus. Et je crois qu'il faut avoir cette lucidité-là de
de voir un rôle qui vous plaît, évidemment, que jouer au Marada, ça m'aurait plu. Mais avoir la lucidité de se dire, je ne sais pas si ce serait le bon choix. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser, c'était déjà pas si mal. Donc vous vous êtes auto-refusé ce rôle. C'était un refus, c'était pas un renoncement. Vous l'avez pas regretté? Non, pas du tout. Puis surtout quand j'ai vu le travail de Samy sur ce personnage et ce qu'il en a été, je n'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je ferais exactement pareil, évidemment. Avec les années, le dealer de N'oublie pas que tu vas mourir est devenu flic dans Roubaix. Dites pas dealer, ça va énerver Xavier Beauvois. Toxicomane. Pardon. Avec les années, le toxicomane de N'oublie pas que tu vas mourir est devenu flic ou commissaire, pour pas énerver Arnaud Desplechin, dans Roubaix, une lumière. Le prostitué de Jean Braspas, est-ce que ça irait à André Téchiné, est devenu président de la République. Dans Les Sauvages de Rebecca Slotowski. À quoi ça tient ce changement de regard aussi des réalisateurs sur vous ou de vous sur vous-même? Est-ce que ça tient à l'audace, vous pensez, d'un ou de plusieurs réalisateurs, un peu aussi à un milieu, le cinéma, à l'image de la société, qui se remet lentement en question et qui s'ouvre à d'autres représentations? Ou est-ce que ça tient surtout à vous qui avez mûri, grandi, changé? Je ne l'ai pas vraiment analysé, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des regards qui se sont portés sur moi, et surtout des regards intéressant dans la mesure où, avec des envies d'ailleurs, des envies différentes, des regards qui me disaient « je t'ai vu là, mais je voudrais t'emmener là ». Et j'ai eu une succession comme ça de metteurs en scène. C'est à eux que je dois ma présence dans ce milieu, parce que j'ai été vraiment comblé pendant toutes ces années. Ça continue, donc je suis toujours plus que joyeux dans ce métier. Et très honnêtement, je ne l'ai pas analysé parce que moi, j'ai plutôt sous-estimé mon potentiel. Et c'est à chaque fois, c'est des metteurs en scène qui m'ont dit « je pense que tu peux le faire et je pense que tu en es capable ». Et à partir du moment où j'ai ce sentiment de confiance dans les propos, dans leur formulation, j'y vais, je suis plutôt bon soldat. Contrairement à Samy, je ne sais jamais comment je vais aborder un rôle. Encore aujourd'hui. Je crois que chaque projet est une nouvelle façon de formater un personnage. Donc, j'ai pas de méthode à proprement parler. Je suis pas aussi structuré que Samy. Vous dites, je suis toujours joyeux dans ce métier. Oui. Vous souriez assez peu. Comment ? Vous souriez assez peu. On a l'impression que ça cache toujours une inquiétude. Mais parce que la joie passe pas forcément par le sourire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on me dit souvent que je souris assez peu, mais vous savez, en ce moment, je joue une pièce comique. Et je me dis, mais heureusement que les spectateurs ne sont pas comme moi. Je peux voir un spectacle comique et ne jamais rire. Et avoir trouvé ça très drôle. Mais ça passe pas forcément par... Je ne m'esclave pas. Alors, je souris quand même. Non, mais est-ce que vous êtes encore inquiet? Ou est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous vous sentez quand même assez apaisé par rapport à tout ça? Justement par rapport au regard aussi que les réalisateurs portent sur vous. J'avais pas vraiment d'inquiétude. J'avais une forme de méfiance. Plus que de l'inquiétude, c'est différent, c'est une petite nuance. Et cette méfiance, je me méfie de moi, évidemment, sur ma capacité à chaque fois à trouver cette rigueur, à s'impliquer vraiment, et physiquement et moralement, évidemment, sur un projet. Donc j'ai besoin de me remettre en question systématiquement, j'ai besoin de me surprendre. Le premier à vous avoir regardé, Roche Dizem, c'est André Téchiné, pas mal pour un début, puis il y a eu Chéreau, puis il y a eu Xavier Beauvois, Pierre Jolivet, des femmes réalisatrices aussi, Laetitia Masson, Pascal Ferrand, Anne Fontaine, et c'est autant de directions d'acteurs. Il y a quand même un style dans tout ça qui vous a particulièrement convenu, éclairé, guidé sur ce que vous êtes vous-même, parce que vous êtes à l'écran et au théâtre d'ailleurs, on le voit dans cette pièce d'Harold Pinter qui se joue actuellement au Théâtre de la Madeleine, Trahison, un comédien qui fonctionnait plutôt à l'économie de geste. On a l'impression que l'expression passe beaucoup par le regard avec vous. Vous n'aimez pas les acteurs qui en font trop? Non, c'est pas que je les aime pas. Hein. Non, parce que il faut essayer de trouver l'harmonie entre ce que vous êtes et ce que vous êtes amené à interpréter. Et il y a des acteurs qui... D'abord, ça n'existe pas un acteur qui en fait trop pour moi. C'est-à-dire que si il y a effectivement ces gestes, ces mouvements, même parfois des grimaces, il y en a qui le font très bien. Bon, Louis de Funès, évidemment. Mais il faut trouver son unicité. On est tous uniques. Et à travers cette unicité, c'est ça qui va vous définir et faire qu'un metteur en scène aura
le désir de travailler avec vous parce que vous avez cette singularité. Et je crois que c'est le plus dur aujourd'hui pour un jeune acteur, c'est de trouver ce qui le rend unique. Les grands acteurs sont tous uniques, mais parce qu'ils ont trouvé aussi ce qui les différencie de tous les autres. Quand on prend Belmondo, c'est parce que c'est Belmondo. Quand on prend Ventura, c'est parce que c'est Ventura. Gabin, c'était Gabin. Et aujourd'hui, il faut essayer de trouver dans sa personnalité, en essayant d'être le plus authentique possible, ce qui vous rend unique. Et on l'est tous. On avait envie de vous faire un cadeau, la voix d'Harold Pinter, pour terminer cette émission, à vous faire entendre, parce que ce type d'archive est assez rare, et c'était cette rencontre à l'occasion d'une répétition entre Pinter et les acteurs de l'anniversaire au Théâtre Antoine en 68. I'm not very conscious of the class problems that exist in the society in which I live. You're not. I am. Je suis très conscient des problèmes de classe qui existent dans la société dans laquelle je vis. But I don't know that I write about them. Mais je ne crois pas que j'écrive à propos de ces problèmes. It seems to me that one isn't obliged, I don't think this is the intention of the Christian at all, one isn't obliged to write anything at all other than what one chooses to write. Je crois qu'on n'est pas obligé d'écrire quoi que ce soit, on n'est pas choisi d'écrire. I write plays. I've written about 13 of them. J'écris des pièces, j'en ai écrit environ 13. I'm very pleased when people like them or find them interesting. Je suis très content quand les gens les aiment ou les trouvent intéressantes. There are many people who don't like them and don't find them interesting. Il y a énormément de gens qui ne les aiment pas et qui ne les trouvent pas du tout intéressantes. And that's the position. Voilà le problème. Whatever the reception and the interest or lack of interest on the part of people in what I do. Et quel que soit l'accueil, l'intérêt ou le manque d'intérêt du public pour ce que je fais, I shall continue to write. Je vais continuer à écrire. Voilà, Harold Pinter au temps de l'ORTF. Roche Dizem, vous concluez sur les mêmes mots que lui. L'intérêt ou le manque d'intérêt d'un public pour ce que je fais, peu importe, je vais continuer à écrire. Vous allez continuer à jouer ? Oui, j'espère. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sur la scène du Théâtre de la Madeleine avec Michel Faux actuellement, et que vous serez d'ailleurs tous les deux les invités dimanche soir de France Culture, là encore pour nous parler de cette pièce Trahison d'Harold Pinter. Vous serez aussi sur grand écran au cinéma à partir du 12 février pour La fille au bracelet. La fille au bracelet, absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. France Culture, l'esprit d'ouverture.